Bonjour à tous, c'est Caro de Caro et le droit. Aviez-vous remarqué qu'il y a deux façons de voir l'entretien préalable à licenciement? Si je schématise, soit on le voit comme un moment propice à la discussion, soit on le voit comme une confrontation. Et généralement, l'idée qu'on s'en fait, c'est que c'est dans le premier cas, dans la discussion, qu'on en tire les meilleurs bénéfices, salariés comme employeurs. Alors, d'une part, c'est pas totalement vrai, puisque la confrontation pousse parfois au compromis, et en ce sens, on peut obtenir des avantages qu'une discussion ne nous aurait pas permis d'obtenir. Et puis surtout, on se rend compte dans la pratique que la discussion n'est pas toujours possible. Déjà parce qu'elle suppose une certaine forme de maturité relationnelle, et puis surtout, tout dépend du contexte dans lequel l'entretien intervient. Je vous propose donc d'étudier ces deux approches. Vous allez voir qu'on ne se prépare pas de la même façon, que l'on soit en mode discussion dans le premier cas ou dans le deuxième cas en mode confrontation. Et que les enjeux sont aussi différents, de même que les précautions à prendre. Je commence tout d'abord par l'approche que j'appelle l'approche rude, la confrontation, parce que je voudrais vous faire voir le pire, en quelque sorte, avant de vous montrer qu'il existe une alternative plus douce, tout en sachant, bien entendu, qu'il existe toute une palette de grilles, de situations intermédiaires entre ces deux extrêmes. Et puis parfois, vous vous en rendrez compte, on a des entretiens qui commencent en discussion et qui se terminent en confrontation. Ou l'inverse, ils commencent en confrontation et finissent en discussion. Alors, l'idée dans l'approche rude, si je simplifie, c'est que les parties ne sont pas là pour se faire de cadeaux. Elles sont plutôt méfiantes, l'une vis-à-vis de l'autre. Elles vont donc s'en tenir au strict minimum légal. Et ceci, tant sur le plan du déroulé de l'entretien que sur le plan des concessions qu'on peut faire à l'autre partie. Le strict minimum légal, qu'est-ce que c'est? Eh bien, pour l'employeur, il consiste tout d'abord en son obligation d'exposer au salarié, lors de l'entretien, les raisons qui le conduisent à envisager un licenciement à l'égard du salarié. Et oui, je vous le rappelle, l'employeur n'a pas à exposer ses raisons auparavant dans la procédure. Il n'a pas à le faire dans la lettre de convocation à entretien, par exemple. Donc, le salarié est convoqué à un entretien sans savoir pourquoi un projet de licenciement le concerne. J'ai fait une vidéo spécifiquement sur ce point. Du coup, c'est à l'occasion de l'entretien préalable que le salarié va découvrir les motifs du licenciement projeté contre lui. Et ça, c'est un atout clé pour l'employeur. Le fait de ne pas avoir prévenu le salarié des motifs du licenciement empêche le salarié de préparer correctement son entretien. Donc, l'employeur va jouer ici sa carte effet de surprise. Lui va pouvoir préparer minutieusement l'entretien, pas le salarié. Je fais une petite parenthèse ici pour vous dire que cet effet de surprise est parfois utilisé dans des cas extrêmes par des employeurs peu scrupuleux, voire carrément malhonnêtes, qui vont monter un licenciement de toutes pièces, lequel licenciement ne repose sur aucun fait réel. La seule volonté de l'employeur, c'est de se débarrasser du salarié. Et donc, il convoque le salarié à l'entretien, et parfois il le convoque en lui disant simplement que c'est une réunion pour parler de ses conditions de travail, et puis 2 jours après l'entretien, eh bien, le salarié est licencié. Et donc, le salarié n'aura pas eu vraiment le temps de réagir. On va utiliser cet effet de surprise pour le déstabiliser. Alors, heureusement, le salarié aura toujours la possibilité de contester derrière en justice son licenciement. Reste qu'il ne fera plus partie des effectifs de l'entreprise et donc ça va être plus difficile pour lui de réunir les preuves. Ceci étant dit, ne l'oubliez pas non plus, le strict minimum légal, c'est aussi permettre aux salariés de s'exprimer et de fournir ses propres explications et observations sur ce qu'on lui reproche. L'employeur ne peut pas refuser de laisser cette parole aux salariés. Par exemple, dans le cadre d'un licenciement pour faute, l'employeur va expliquer au salarié les griefs qu'il retient à son encontre, il va lui expliquer en quoi son comportement constitue une faute, mais réciproquement, le salarié va pouvoir, s'il le juge utile, justifier son comportement. Par exemple, en invoquant des circonstances atténuantes ou tout simplement, il peut réfuter les faits qui lui sont reprochés. Et surtout, quand bien même le salarié n'a pas la possibilité de préparer correctement son entretien et donc ses explications du fait qu'il n'a pas connaissance au préalable des raisons pour lesquelles il est convoqué, comme je viens de vous le dire, il garde néanmoins la possibilité de se faire assister au cours de l'entretien.
Et c'est là un gros avantage pour le salarié. Il n'a pas à être seul lors de l'entretien. Alors, qui peut assister le salarié? Eh bien, cela dépend de la taille de l'entreprise. En général, c'est une personne de son choix qui appartient à l'entreprise, notamment un représentant du personnel. Voire dans les plus petites entreprises, il peut aussi choisir l'assistance d'un conseiller extérieur. Donc déjà, psychologiquement, avoir quelqu'un à ses côtés, c'est rassurant. Mais surtout, cette tierce personne a 3 fonctions majeures. Elle va conseiller le salarié, généralement c'est quelqu'un qui connaît un petit peu le droit du travail. Elle sera témoin de ce qui va se dire au cours de l'entretien, et le cas échéant, elle pourra rédiger un compte-rendu d'entretien. Et enfin, elle va défendre les intérêts du salarié. En principe, les petites entreprises n'aiment pas trop lorsque le salarié est assisté, et j'ai un exemple très concret et récent d'ailleurs à vous partager ici. J'avais donc un salarié qui était convoqué à un entretien dont il en ignorait complètement les raisons. Puisqu'il était dans le flou total, il ne savait pas comment allait se passer cet entretien, ce qu'il devait dire, ne pas dire, il a donc décidé de contacter un conseiller extérieur. Ce conseiller a pris le temps d'analyser son contrat de travail, ses plannings, sa situation professionnelle, ses bulletins de paie, ses comptes rendus d'entretien professionnel, etc. Et il s'est avéré que l'employeur n'était pas non plus très clean sur tous les points. Et donc, au jour de l'entretien, on avait l'employeur qui reprochait d'un côté des fautes aux salariés, mais on avait aussi le salarié, de l'autre côté, qui relevait des griefs à l'encontre de son employeur. Au final, voyant que chacun avait des motifs valables de se plaindre de l'autre, un compromis a été trouvé. L'employeur a abandonné la procédure de licenciement et les parties ont ensuite engagé une procédure de rupture conventionnelle. Et donc j'en reviens ici à ce que je vous ai dit en introduction. Parfois, c'est par la confrontation qu'on arrive à obtenir des avantages qu'une discussion ne nous aurait peut-être pas permises. La confrontation peut donc avoir du bon. Attention toutefois, elle a du bon oui, mais elle peut mener assez rapidement à certaines dérives et notamment à sortir du cadre professionnel. Il faut comprendre que l'entretien préalable exacerbe tout l'aspect émotionnel, je dirais, de la relation de travail. On sait que potentiellement, la relation de travail va s'arrêter bientôt et donc on peut avoir tendance à vider complètement son sac, en se disant que de toute façon on n'a plus rien à perdre et donc on va balancer à l'autre toute forme d'accusation. Alors, vider son sac, ok, ça peut être sous certains aspects constructifs, on va le voir lorsqu'on étudiera l'approche douce, mais soyez vigilants à garder votre posture professionnelle, adoptez une certaine retenue. Côté employeur, gardez un discours qui est objectif et exempt de tout jugement moral personnel. Restez modéré, restez courtois. Ne soyez surtout pas familier. Côté salarié, ne vous laissez pas submerger par vos émotions. Autrement dit, essayez de vous retirer émotionnellement du dossier. Plus facile à dire qu'à faire, je sais. Je sais l'impact qu'une procédure de licenciement peut avoir dans une vie. Je sais l'impact sur l'estime de soi et de ses compétences, ça peut être un vrai traumatisme. Je sais aussi l'impact financier et potentiellement le retentissement sur toute la famille. Et c'est la raison pour laquelle je vous propose une autre approche, l'approche que j'appelle douce. J'ai fait une vidéo spécialement sur cette approche. On se retrouve tout de suite dans cette vidéo si ça vous intéresse.